Merci, monsieur le modérateur. Donc, moi aussi, je remercie nos partenaires industriels, hein, Stago Biocare, AICEP et le LFB, parce que sans eux, nous n'aurions pas pu organiser cette masterclass. Et je vais donc effectivement vous présenter un tout petit morceau de ces recommandations, qui sont des recommandations multisociétés. Et ça va être une des forces de ces recommandations, puisque comme vous le voyez sur les logos, elles ont été réalisées par l'ASFA, la Société française de médecine d'urgence, le GIHP, la SFTH, et elles seront présentées pour la première fois de façon officielle à la fin du mois, à l'occasion de l'AISFAR. Je vais vous présenter un tout petit bout, puisqu'en réalité, il y a 5 chapitres, elles doivent faire quelque chose comme 87 pages. Donc l'idée, c'est surtout de savoir quelles existent et de savoir ensuite où est-ce que vous pouvez les trouver, puisque quand vous allez chercher un des éléments de ces 5 chapitres, vous n'aurez plus qu'à aller consulter le document, et je ne suis pas bien persuadée qu'il faille les connaître par cœur. Donc, il y a une partie sur la place de la biologie pour déterminer la prise d'anticoagulants. On en a un petit peu parlé en début de matinée. Une partie sur la gestion d'une hémorragie sous anticoagulants, la gestion des surdosages asymptomatiques, la gestion des procédures invasives non programmées sous anticoagulants, et c'est la partie que je vais discuter. Et puis, un truc très particulier qui est la thrombolyse pour un accident vasculaire cérébral ischémique sous anticoagulant, avec la discussion de savoir si on peut thromboliser ou pas avant la thrombectomie. Elles font 87 pages puisqu'on a discuté des AVK, des AOD, anti-10A direct, anti-2A direct, de l'héparine non fractionnée, des HBPM et du fond d'Aparinux. Donc je vais faire un petit tour d'horizon pour discuter des points qui me semblent les plus importants finalement, en repartant des antivitamines K. Pourquoi on a mis à jour ce document? Puisque dans le fond, les recommandations sur les AVK pour une procédure invasive urgente, elles dataient de 2008, sauf qu'elles sont un peu vieilles. Et vous allez voir que pour autant, il n'y a pas de grands changements. Je vous propose de partir d'un cas d'un patient de 77 ans, qui a une valve mitrale mécanique, c'est quand même le moins en général, qui est traité par des AVK et puis du lisinopril. Eh bien, pour une péritonite par perforation sur une tumeur sigmoïdienne, l'idée, c'est de se dire que la chirurgie est un peu compliquée puisqu'il a un antécédent de pancréatite d'il y a 10 ans, qu'il a déjà fait de la réanimation, qu'il a été multi-opéré et qu'on voit bien que la dissection de cette péritonite ne va pas être simple. On part avec un INR à 3,8, des plaquettes 190 Giga par litre, de l'hémoglobine sans particularité, et puis un fibrinogène à 4,2. Comme ça, en première intention, dans cette idée d'aller au bloc opératoire sur une chirurgie qu'on annonce difficile, vous auriez envie de faire quoi? De la vitamine K, du plasma frais congelé, des concentrés de complexe prothrombinique? Aucun de ces produits. Je ne vous ai pas proposé de faire un vote, puisque en réalité, on a 91 participants en visio, donc ce serait tricher, vous n'êtes pas assez nombreux. Mais l'idée, c'est juste de discuter de ces points. Donc en premier lieu, comme à chaque fois, il faut évaluer le risque hémorragique de la procédure. Et finalement, ça vaut ici pour les AVK en urgence, mais pour tous les antithrombotiques, quelle que soit la procédure, c'est toujours la première étape, c'est quel est le risque hémorragique de la procédure. Et sur ce point, je dirais qu'il n'y a pas de très grande nouveauté. On a repris les définitions de la Haute Autorité de Santé. Les procédures à faible risque hémorragique sont définies comme des procédures responsables de saignements peu fréquents, de faible intensité ou aisément contrôlés. C'est mot pour mot la même chose qu'en 2008. Elles peuvent être réalisées chez des patients traités par un anticoagulant. Et puis, on a repris la même idée de modération. Toutefois, la prise d'autres médicaments interférant avec l'hémostase, en particulier les antiplaquettaires, les fibrinolytiques, la présence d'une coagulopathie congénitale ou acquise, ou l'existence d'une comorbidité augmente le risque hémorragique et peuvent conduire à choisir l'interruption de l'anticoagulant. Vous aviez prévu de partir avec les AVK, finalement vous avez du ticket à Grelor et en plus il est hémophile. Finalement, vous allez réviser un peu votre copie. Les procédures à risque hémorragique élevé nécessitent quant à elles l'arrêt de l'anticoagulant et la réversion de son effet. On part sur une péritonite avec une dissection qu'on annonce difficile. On est donc dans du risque hémorragique élevé. Il va falloir corriger l'hémostase. Bon, ça, c'était la classification de 2008. Dans le contexte de la mise à jour, on s'est dit qu'on allait essayer de documenter un peu plus ces deux types de procédures avec des exemples. Et on a fait un tableau qui avait pour objectif vraiment de nous aider au quotidien. Donc, à gauche, les procédures à faible risque hémorragique. On a pris des exemples. On a mis la ponction d'acide, la ponction pleurale éco-guidée, le cathé central jugulaire interne ou fémoral. On a mis les extractions dentaires, même si en tant que pour la partie anesthésie et réanimation à l'hôpital, c'est pas trop le sujet, mais les sondes Gigi, la LR périphérique superficielle. Et puis en bleu, dans les procédures à risque hémorragique élevé, on a mis tout le reste. Je pourrais vous citer les drains thoraciques, un certain nombre de gestes d'endoscopie, la sphinctérotomie endoscopique, l'ampulectomie, la dilatation de sténose,
Les cathés sous clavier, là, on les a mis dans cette catégorie, ça avait été déjà discuté en début de matinée. La chirurgie intra-abdominale, et puis, vous voyez en dessous, les gestes neuraxiaux. Donc ça n'a pas de changement. Ponction lombaire, rachis, anesthésie, péridurale, périrachis combiné, on fait jamais rien sous antithrombotique en dehors de l'aspirine, donc rien sous anticoagulant. Et puis la chirurgie pour reprise hémorragique. Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on s'est posé la question de est-ce qu'il y a des nouveautés sur l'antagonisation des AVK? Pour le coup, il y a assez peu de nouveautés. On continue de recommander en première intention des concentrés de complexes prothrombiniques non activés. L'idée étant que les AVK ont inhibé la synthèse des facteurs vitamino K dépendants, donc 2, 7, 9, 10, protéine C, protéine S. On va donc ajouter ce qui manque avec 3 produits commercialisés actuellement. Des concentrations dans ces produits en facteurs qui sont assez proches et de la variation, par contre, sur la présence ou non et de la quantité sur l'antithrombine, sur l'héparine. Il n'y a pas de nouveauté, mais par contre, il y a un peu plus de documentation sur l'intérêt des concentrés de complexes prothrombiniques. Vous voyez ici cet essai américain randomisé. Ils prennent des patients qui présentent une hémorragie sous AVK et ils sont randomisés pour recevoir soit des concentrés de complexes prothrombiniques, soit du plasma frais congelé. Et ils s'intéressent au pourcentage de patients pour lesquels on a une correction de l'INR. Vous voyez en rouge la courbe qui correspond aux concentrés de complexes prothrombiniques, comme attendu. On a une correction plus importante en proportion de patients de ceux qui sont traités par les concentrés de complexes prothrombiniques comparativement aux AVK, pardon, au plasma. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie blanche-là, cette proportion de patients qui reçoivent des concentrés de complexes prothrombiniques et pour autant, on observe que leur INR n'est pas totalement corrigé. Et je vais y revenir ensuite parce que ça suggère que peut-être ça n'était pas totalement la bonne dose. Juste avant d'attaquer la dose, un point sur la sécurité, puisque on a souvent un petit message dans l'arrière-cerveau qui alerte sur le potentiel risque thrombotique des concentrés de complexes prothrombiniques, en particulier dans l'exemple que je vous ai donné avec la valve mitrale. Et vous voyez dans cette étude, donc l'essai randomisé mentionné juste avant, que sur les événements thromboemboliques qui pourraient être liés au traitement, on n'a pas de différence significative. Bon, effectivement, l'effectif n'est pas très important, mais c'est un élément rassurant sur la sécurité et sur l'utilisation de ces concentrés de complexes prothrombiniques. J'en arrive donc à la dose. Peut-être qu'on n'a pas corrigé tous les patients parce que la dose n'était pas suffisante. Et dans ce travail, les auteurs ont comparé une dose fixe, 1000 unités d'équivalent facteur 9, à une dose qui serait adaptée à l'INR initial, à l'INR qui est l'objectif, et au poids du patient. Quand vous regardez la figure de gauche, vous vous dites, bon, dose fixe ou dose adaptée, ça se ressemble en termes d'efficacité. Et c'est là que vous regardez de façon plus précise les détails de la figure de droite, le tableau. Vous voyez dans le premier cadre rouge en haut que quand on compare les doses fixes aux doses adaptées, pour avoir un INR inférieur à 2, eh bien, la proportion de patients qui vont passer sous le seuil est un peu plus importante quand on adapte la dose. Et si vous descendez un peu plus, le deuxième cadre qui, lui, s'intéressait à une cible d'INR inférieure à 1,5, on retrouve là encore une proportion plus importante de patients qui passent sous le seuil de sécurité hémostatique quand on met une dose adaptée au poids. Et c'est la raison pour laquelle, quand on discute de savoir si on fait à l'aveugle les 25 unités kilo qui traînent dans toutes les bonnes revues, on obtient une proportion de patients corrigés qui est un peu plus faible. C'est la raison pour laquelle on dit toujours qu'il faut adapter la posologie à l'INR quand l'INR est disponible. Et d'ailleurs, quand on regarde les posologies proposées pour le CANOCAD, vous voyez qu'on adapte la posologie aux caractéristiques du patient. Quelle cible d'INR? Est-ce qu'on garde le seuil de 1,5 dont on parle depuis 2008 ou est-ce qu'on doit le changer? Alors, on le garde pour presque tous les patients et on le modifie pour les procédures à très haut risque hémorragique qui vont être la neurochirurgie et le neuraxial. On va passer pour ces procédures à très haut risque hémorragique à un seuil de 1,2. Pourquoi? Pour les données qui sont présentées ici, qui ne sont pas du tout du neuraxial ni de la neurochirurgie, mais c'est des données qui montrent que quand on fait baisser le seuil à 1,2, on a moins de complications hémorragiques. Le premier cadre, c'est une grosse cohorte de patients, 600 000 patients qui sont opérés de chirurgie générale, qui sont sous AVK et pour lesquels on s'intéresse à la survenue de saignements majeurs en fonction de leur valeur d'INR. Et on compare des INR normaux, inférieurs à des INR qui sont entre 1 et 1,49, donc déjà sous le seuil de sécurité hémostatique qu'on se fixait jusqu'à présent.
Et vous voyez, surligné en rose, qu'il y a une différence significative de complications hémorragiques quand on est entre 1 et 1,49 versus 1. Donc de totalement corriger l'hémostase s'associe à moins de complications hémorragiques. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans le cadre du dessous, avec une population pure. Cette fois-ci, c'est de la prothèse totale de hanche. De nouveau, on s'intéresse aux complications hémorragiques en fonction de la classification des INR. Et là, on compare 1,25 à 1,5 versus moins de 1,25. Et vous voyez en rose que de nouveau, quand on est entre 1,25 et 1,5, eh bien, il y a plus de complications hémorragiques que quand on est passé sous le seuil de 1,25. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? On a considéré que c'était un peu anecdotique pour de la chirurgie générale, mais que ça allait avoir du sens uniquement pour les procédures qui nous semblaient être du haut risque hémorragique, c'est-à-dire la neurochir et le neuraxial. Et on propose, c'est la deuxième partie, la référence 4, 1.4, que chez les patients traités par un AVK et nécessitant une procédure invasive non programmée à risque hémorragique élevé, il est probablement recommandé de retenir la valeur d'INR de 1,5 comme seuil de sécurité hémostatique, donc comme en 2008, et la valeur de 1,2 pour la neurochirurgie intracrânienne et les procédures neuraxiales. Donc un tout petit changement lié à l'évolution de la littérature, mais pas de grande modification radicale. Qu'est-ce qu'on fait de la vitamine K? On lui laisse globalement la même place qu'en 2008 aussi. On se souvient que oui, la vitamine K, ça permet de corriger l'INR d'un patient traité par AVK, mais cette correction, elle est lente et progressive au-delà de la 6e heure. Et si on veut une correction rapide, marquée, prolongée de cet INR, il faut associer des concentrés de complexe prothrombinique et de la vitamine K. Le dernier graphique rappelle que si on met uniquement les concentrés de complexe prothrombinique et qu'on oublie la vitamine K, on a bien une correction rapide et marquée de l'INR, mais rapidement, au bout de quelques heures, l'INR augmente de nouveau, raison pour laquelle il est recommandé d'associer cette vitamine K avec des concentrés de complexe prothrombinique. Si on fait une synthèse, pour une procédure invasive non programmée chez un patient traité par AVK, la première case rose rappelle qu'il faut en premier lieu évaluer le risque hémorragique. Et pour le risque hémorragique élevé, on discute ensuite du délai. Quand on doit réaliser la procédure dans les 12 heures, on mesure l'INR. Si le résultat n'est pas rapidement disponible, on restera sur la posologie de 25 unités de kilo. Si on peut avoir l'INR, on adaptera la posologie comme je vous l'ai montré sur les résumés du caractéristique du produit et on associe de façon systématique de la vitamine K à la posologie de 5 mg. C'était déjà la posologie de 2008. On vérifie ensuite sur un nouvel INR qu'on est bien passé sous le seuil de sécurité hémostatique et on peut réaliser la procédure. Pour les procédures semi-urgentes, c'est-à-dire si on a plus de 12 heures devant nous, il est proposé de ne pas administrer de concentré de complexe prothrombinique en première intention, mais de se limiter à de la vitamine K après avoir mesuré un INR, histoire de vérifier qu'on n'est pas déjà passé sous le seuil. Et donc, si on est au-dessus de 1,5, on met 5 mg de vitamine K. Et vous noterez qu'on a privilégié la voie intraveineuse, mais pas de façon formelle. On l'a privilégié si le patient a déjà perfusé. Sinon, on fait par voie orale. Et puis, 12 heures plus tard, avant d'aller au bloc, on vérifie que l'INR est passé sous le seuil de 1,5 parce qu'on sait tout de même que la vitamine K seule n'est pas totalement efficace et que régulièrement, tout de même, ce sera un échec. Il faudra discuter soit de temporiser davantage, soit de mettre des concentrés de complexe prothrombinique en fonction du type de chirurgie. Pour les procédures à faible risque hémorragique, à l'extrême droite, on a proposé de mesurer les INR quand ça a du sens et que ça va modifier notre prise en charge et de réaliser la procédure invasive sans arrêter ni antagoniser le traitement par AVK avant cette procédure. C'était pour les AVK. Je vous propose le même patient, en tout cas avec les mêmes caractéristiques. Il n'a évidemment pas de valve mécanique puisqu'on va passer aux AOD et qu'on ne peut pas avoir d'AOD pour une valve mécanique. Donc, il a de la fibrillation atriale. Et cette fois-ci, il est traité par apixaban, 5 mg 2 fois par jour. Il souhaite avoir le même type de chirurgie, simplement les options thérapeutiques peuvent être différentes. Je vous laisse vous demander un bref instant ce qui vous ferait plaisir pour aller mettre au bloc cette péritonite sous apixaban. Il vous dit qu'il a pris son dernier comprimé comme il se doit, il y a moins de 12 heures. Et donc, c'est la discussion autour de la réversion. Quand les AOD sont sortis, vous vous souvenez sans doute que on avait ouvert en grand l'armoire à pharmacie en se demandant ce qu'on pouvait utiliser de disponible et qu'initialement, on s'était dit que probablement les concentrés de complexe prothrombinique non activés et un peu activés à l'époque étaient probablement notre meilleure option. L'idée, c'était d'apporter des facteurs 2, 7, 9, 10 dans l'idée de bypasser l'effet anticoagulant des anti-DISA et des anti-2A
sans avoir de totale certitude sur l'efficacité. À l'époque, les données qui soutenaient l'usage des concentrés de complexes prothrombiniques avec les anti-DIST A direct, c'était essentiellement cette étude chez des volontaires sains. Ils prenaient tous de l'édoxaban, un anti-DIST A direct, et puis ils étaient randomisés pour recevoir ou pas des concentrés de complexes prothrombiniques avec des posologies croissantes, 10, 25 comme pour les AVK et 50 unités kilo. Et après, ils avaient un terrible traumatisme, puisque vous voyez qu'on leur faisait une petite biopsie cutanée. Donc, on est loin de la chirurgie pour péritonite chez un patient multi-opéré. Vous voyez ici les résultats. On retrouve tout en bas sur la ligne les posologies 10, 25, 50. On s'intéresse aux données en noir, les barres noires qui sont la durée de saignement et en gris foncé le volume de saignement. Et vous voyez que seule la posologie de 50 unités kilo permet de corriger le volume et la durée de saignement. C'est la raison pour laquelle, initialement, on avait proposé de réverser les antidisades directs avec des concentrés de complexes prothrominiques à cette forte posologie de 50 unités kilo. Sauf qu'on a une étude positive, mais on a aussi exactement la même étude qui est négative. Cette fois-ci, c'est toujours des volontaires sains. Ils prennent du rivaroxaban, double dose. Ils ont le même type de biopsie cutanée. On s'intéresse encore à la durée de saignement, encore au volume de saignement, et vous voyez qu'il n'y a aucune différence quand on regarde comme ça. Cette fois-ci, les concentrés de complexes prothrombiniques étaient totalement inefficaces. Ce qui nous avait mis dans l'embarras, et nous étions à l'époque sauvés par l'arrivée des antidotes. Donc, franchement sauvé en ce qui concerne le dabigatran avec l'arrivée de l'idarucizumab, qui est un fragment d'anticorps monoclonal humanisé et purifié, qui va aller réverser de façon très efficace, en tout cas biologiquement, le dabigatran. Ça a été montré dans une étude de cohorte qui est REVERSE-AD, où 500 patients qui étaient traités par dabigatran et qui nécessitaient une réversion soit pour une hémorragie grave, soit pour une chirurgie urgente, recevaient tous de l'idarucizumab à la posologie de une boîte de flacons. Je vais représenter ici les graphiques. Donc, un point important, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. L'ensemble des patients sont traités par dabigatran et l'ensemble des patients reçoivent l'idarucizumab. Ça représente, disons, la concentration libre de dabigatran. Vous voyez en premier lieu que l'administration d'idarucizumab est très efficace puisque chez l'ensemble des patients, on a une réversion complète de l'effet biologique avec un effondrement de la concentration. Donc, un résultat très positif. Néanmoins, il y a 3 remarques à faire sur ce papier. La première remarque concerne les valeurs initiales. Quand on s'intéresse au seuil de sécurité hémostatique de 50 nanogrammes par millilitre, vous noterez d'emblée qu'un peu plus d'un quart des patients à l'arrivée sont déjà sous le seuil. Ce qui souligne la nécessité, quand on peut, on exclura les hémorragies intracrâniennes, mais de mesurer la concentration initiale pour ne pas faire d'idarucizumab si on est déjà dans le quart des patients qui a une valeur normale, et de garder l'idarucizumab pour les 3/4 des patients qui sont effectivement anticoagulés. Comment est-ce qu'on fait pour savoir le niveau d'anticoagulation? On passe par des tests spécifiques de dabigatran, rivaroxaban et d'apixaban qui mesurent une concentration. On interprète la concentration à partir d'un seuil qui est le même, en tout cas pour aujourd'hui, pour les 3 molécules, 30 à 50 nanogrammes par millilitre. Si on est en dessous, on considère qu'il n'y a pas de sur-risque hémorragique lié aux résidus d'anticoagulants. Si on est au-dessus, c'est là qu'on discute la réversion. L'autre point sur lequel j'attire votre attention, c'est la réaugmentation des concentrations en dabigatran libre une fois qu'on a passé 12-24 heures, qui peut poser problème, en particulier si vous prenez en charge des urgences neurochirurgicales. Est-ce qu'on peut prédire cette réaugmentation? Oui, en toute logique, c'est les patients qui vont partir de concentrations super élevées en dabigatran qui sont plus à risque d'avoir ce rebond. Et super élevées, on considère classiquement que c'est des concentrations qui sont supérieures à 200 nanogrammes par millilitre. Le troisième point, c'est le risque thrombotique. Et là, pour le coup, c'est un message plutôt rassurant. Un risque thrombotique qui est inférieur à 5% à 30 jours. Et je vous montrerai que dans une autre étude, avec un autre antidote pour d'autres anticoagulants, ce risque est plutôt de l'ordre du double. On a pris toutes ces données, on en a fait une petite synthèse qui nous a permis de construire le début de ce tableau. Donc, comme habituellement pour une procédure invasive non programmée, on commence par évaluer le risque hémorragique. Lorsque le risque hémorragique est élevé pour le dabigatran, on mesure la concentration en dabigatran, toujours. Si on a le temps de récupérer le résultat, on adapte la prise en charge à ce résultat.
Si on est au-dessus du seuil de 50 nanogrammes par millilitre, on propose l'idarucizumab de façon systématique avec une posologie de 5 grammes, une boîte de flacons et on réalise la procédure. Vous noterez que dans la partie en bas à gauche, on a proposé que si la concentration initiale était élevée, supérieure à 200 nanogrammes par millilitre, alors on pensait à la problématique du rebond et on refaisait un dosage de concentration à 12 heures pour discuter éventuellement d'une réadministration si nécessaire, ce qui ne sera peut-être pas le cas dans le cas de la péritonite ici qui est évoquée. Pour les antidistats directs, finalement, c'est plus compliqué puisque l'antidote qu'on retrouve dans la littérature, c'est l'andexanète alpha, qui est cette fois-ci un variant recombinant du 10A, pour lequel on a là encore une étude publiée dans le New England de cohorte sans groupe comparateur. Donc un peu la même méthodologie que l'étude précédente. Il s'agit cette fois-ci uniquement d'hémorragie majeure et pas de chirurgie, de patients qui sont traités sous différents antidisas. Et ils vont tous, comme pour l'idarucizumab, recevoir l'antidote avec un schéma un peu plus compliqué puisque c'est un bolus suivi d'une seringue électrique sur 2 heures avec des schémas posologiques qui dépendent de l'antidisa considéré et de la dernière prise. Donc déjà un truc un peu plus compliqué. Les résultats, je vous ai présenté la partie qui concerne le rivaroxaban parce que je trouve que c'est la plus jolie illustration. Les auteurs ont sélectionné exclusivement les patients qui avaient une concentration résiduelle en rivaroxaban. Donc ici, c'est supérieur à 75 nanogrammes par millilitre. Les patients reçoivent un bolus, une seringue électrique, c'est les 2 flèches rouges, et vous voyez l'évolution de l'activité antidista. On observe en premier lieu, dès l'administration du bolus, une efficacité de l'antidote puisque l'activité antidista diminue. Vous noterez néanmoins que cette efficacité, elle est inconstante, puisque si on met le seuil de sécurité hémostatique de 50 en pointillé, on retrouve que plus qu'un quart des patients, alors qu'ils reçoivent l'antidote, restent anticoagulés, avec pour certains des concentrations en anticoagulants qui restent relativement élevées. Donc c'est efficace, mais de façon inconstante et pas chez tous les patients. La seconde chose, c'est qu'une fois que vous avez fini votre seringue électrique de 2 heures, on se met à 4 heures après, eh bien, vous noterez que la très grande majeure partie des patients sont de nouveau anticoagulés. Or, il est quand même relativement rare que vous ayez besoin de corriger l'hémostase que pendant 6 heures. En général, vous souhaitez corriger l'hémostase pour au moins 24 heures, si ce n'est plus. Donc, on a aussi un problème sur le schéma d'administration avec des patients de nouveau anticoagulés à H6. Le troisième point, c'est la sécurité. Vous avez dit tout à l'heure, moins de 5% d'événements thromboemboliques à J30 avec l'idarucizumab. On est à 10% cette fois-ci. Évidemment, ce pas les mêmes populations, on ne peut pas comparer directement, mais c'est quand même un signal d'alerte. Un signal d'alerte qui est aussi argumenté par d'autres données dans la littérature, puisque quand on regarde des éléments qui évaluent le risque thrombotique, ici les dédimères et les fragments 1 plus 2, vous voyez qu'après l'administration, on a une augmentation dans toutes les cases de ces éléments-là qui suggèrent là aussi un possible risque thrombotique et on comprend pourquoi la FDA avait demandé à ce qu'il y ait des études complémentaires avec un essai randomisé comparant dans les hémorragies intracrâniennes l'andexanète à un traitement de référence. Et ces résultats devraient être publiés le mois prochain avec probablement des résultats assez proches de ce que je vous ai déjà présenté. On serait presque content finalement pour aujourd'hui de ne pas avoir l'andexanète alpha disponible en France et de se limiter à l'utilisation des concentrés de complexes prothrombiniques, puisqu'il y a un problème sur l'efficacité, un problème sur la sécurité, et qu'on a besoin d'avoir des données supplémentaires avant d'envisager de peut-être éventuellement utiliser ce produit. Donc l'algorithme qu'on a construit, on a repris des procédures à risque hémorragique, on a proposé de mesurer la concentration avec cette même idée du seuil de 50 nanogrammes par millilitre. Quand on est au-dessus du seuil, on a proposé de discuter les concentrés de complexes prothrombiniques. Pourquoi les discuter? Puisque vous avez vu que l'efficacité est tout de même incertaine, même si sur les 10 dernières années, on n'a pas l'impression qu'il y ait des catastrophes hémorragiques. On les discute donc, ce qui nous amène à la case horizontale un peu large, et on propose de les administrer avant la procédure, si on a la nécessité d'une hémostase optimale. Par exemple, on part sur de la neurochirurgie. Là, on a proposé d'administrer d'abord les concentrés de complexes prothrombiniques et d'aller au bloc. Alors qu'à l'inverse, on a proposé de les administrer pendant la procédure, uniquement s'il y a un saignement anormal, dans les situations où on peut se permettre de discuter avec le chirurgien. Typiquement la péritonite que je vous propose.
Et dans ce cadre-là, on propose d'aller au bloc opératoire, de commencer la chirurgie et si le chirurgien dit qu'il est gêné et que ça saigne de façon anormale, d'administrer à ce moment-là les concentrés de complexe prothrombinique avec une posologie qu'on a proposée de 25 à 50 unités kilo. Et c'est finalement une variation importante par rapport aux recommandations précédentes. Et puis en post-opératoire, dans tous les cas de figure, on a proposé de mettre une thromboprophylaxie veineuse si elle est indiquée et de reprendre l'anticoagulation curative dans un délai de 24 à 72 heures. Je vous avais proposé le même cas clinique avec des HBPM, pas tellement pour discuter de comment on en arrive là, mais pour que vous sachiez qu'on a fait des propositions, et ça c'est aussi une grande nouveauté sur les HBPM, avec un algorithme qui fait des propositions pour l'héparine non fractionnée à gauche, les HBPM à droite, qui suggère qu'on puisse éventuellement les utiliser et utiliser la protamine pour les réverser, selon cet algorithme. Finalement, assez régulièrement pour les héparines, on se posait la question dans la chirurgie urgente et dans les hémorragies de savoir si on avait des options. Vous avez noté qu'il y avait à peu près aucun texte qui permettait sur lesquels s'appuyer. Donc il y a cet algorithme de proposition qui sont essentiellement des avis d'experts et des grades de plus, donc rien de très fort parce qu'il y a peu de données dans la littérature. Et on a proposé des schémas posologiques selon qu'on utilise l'héparine non fractionnée à gauche et les HBPM à droite, en séparant la tinzaparine et la daltéparine, de l'énoxaparine et de la nadroparine, puisque pour l'énoxaparine, on attend une efficacité moindre de la protamine. Donc on reste toujours globalement assez démunis pour les HBPM, mais on a fait des propositions sur lesquelles s'appuyer si nécessaire. Donc ce texte devrait être disponible théoriquement à la fin du mois sur le site de la SFAR, sinon début avril, et vous retrouverez toutes ces données à l'intérieur. Je vous remercie.